Le 31 octobre dernier, le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, la CSQ, tenait à exprimer par voie de communiqué son profond mécontentement face au projet de loi numéro 40 qui déconsidère ouvertement, selon lui, les enseignantes et enseignants en réduisant leur espace décisionnel, en amoindrissant la portée de leur jugement professionnel et de leur autonomie tout en essayant de leur imposer sournoisement et à la pièce des éléments d'un ordre professionnel. Il s'agit de la recette parfaite pour accentuer la pénurie et la désertion de la profession enseignante, a déclaré M. Pascal Côté, président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, qui est avec nous ce matin. M. Côté, bonjour. Bonjour, M. Montminy. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon. Alors, on a du temps pour jaser de ce projet de loi numéro 40 et on voit, et ça se lit clairement, que le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud n'est pas en faveur de ce projet de loi. Pas du tout. Pas du tout. Expliquez-nous pourquoi. Écoutez, comme c'est indiqué dans le communiqué, sous le couvert de dire on restructure ou on abolit les commissaires, les commissions scolaires, le ministre en profite pour entrer dans la loi un paquet de dispositions qui nous touchent directement dans notre jugement professionnel, les enseignants, dans notre autonomie professionnelle, dans nos formations, dans le choix des formations qu'on a à faire en formation continue. Et tout ça, c'est une gifle qu'on reçoit en pleine face de la part d'un ancien collègue. On sait que le ministre Roberge, c'est un ancien enseignant. Pour nous, ça ne fait aucun sens. Tout ce qu'on entend, c'est l'abolition des commissions scolaires ou des conseils de commissaires, parce qu'on sait qu'il veut modifier la structure, mais il en profite pour nous entrer dans la gorge un paquet d'éléments. On va y revenir, M. Côté. D'abord, quel est le lien entre le syndicat de l'enseignement et les commissions scolaires? Comment ça se passe entre vous? Bien, écoutez, nous, on représente, le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud représente les enseignantes, les enseignants de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. On travaille avec la partie patronale, faire avancer les dossiers, que ce soit la défense des droits de nos membres, que ce soit d'un point de vue pédagogique, en fait, tout ce qui a trait à l'enseignement. Donc, on travaille régulièrement avec les représentants de la commission scolaire. Ça se passe bien? Ça se passe assez bien, évidemment. Je ne vous dirai pas qu'on est d'accord sur tout, mais en règle générale, quand on s'assied et qu'on discute et qu'on apporte des points de vue, qu'on apporte des arguments, bien, on finit par s'entendre. C'est ce qui est intéressant. OK. Et pour vous, le fait que les commissions scolaires disparaissent, ça se passerait comment? Avec qui? Avec qui vous auriez à négocier ou avec ce que vous venez de nous mentionner? Dans le projet de loi 40, ce que le ministre fait au niveau des commissions scolaires, c'est de changer le conseil des commissaires pour un conseil d'administration. C'est la partie politique. La partie administrative, avec les gens avec qui on travaille habituellement, que ce soit le directeur général, les services de ressources humaines, le service pédagogique complémentaire, ainsi de suite, ces gens-là demeurent. On a toujours des interlocuteurs en avant de nous. C'est la partie politique qui modifie. Donc, il prend un conseil d'administration au lieu d'un conseil des commissaires, où il y aura essentiellement les mêmes pouvoirs que le conseil des commissaires. Sauf que les membres du conseil d'administration, on parle de parents qui sont nommés par les membres des conseils d'établissement, on parle d'avoir du personnel, on parle d'avoir des membres de la communauté autour de la table. Ça, ce sera la partie politique de ce qui s'en vient. Et pour vous, remplacer les commissaires. Pour vous, ça changerait quoi, M. Côté? Pour nous, ce que ça change à l'usage, d'abord, actuellement, ce qu'on constate, c'est que ce gouvernement-là a une tendance assez développée à recentraliser les pouvoirs à Québec. On le voit avec ce qui se passe avec la Régie de l'énergie pour les tarifs d'Hydro-Québec. On le voit avec ce qui se passe au niveau de la gestion du fonds vert. C'est perfectible, on s'entend, mais de là à abolir et ramener les pouvoirs au Conseil des ministres, on le voit aussi avec ce qu'il veut faire avec les commissions scolaires, parce que le ministre se donne le pouvoir d'intervenir dans les commissions scolaires, d'une part. D'autre part, si on veut modifier la structure politique, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une véritable démocratie scolaire, un véritable contre-pouvoir. Actuellement, les commissions scolaires, on les entend plus ou moins, c'est normal, sont sur le respirateur artificiel depuis une dizaine d'années, avec les abolitions, fusions et tout ce qu'on a vu venir. Ça fait depuis Mario Dumont qu'on parle de l'abolition, de la possible abolition. En même temps, dans le dossier des maternelles 4 ans, par exemple, bien, elles ont pris la parole, elles ont été critiques de ce que le ministre veut faire.
Il aurait pu l'être sur l'éducation à la sexualité, sur un paquet d'autres dossiers. Mais bon, on comprend qu'ils n'ont pas pu le faire. Mais c'est ça le contre-pouvoir démocratique. Ça, c'est un changement majeur. Un conseil d'administration, est-ce qu'il va avoir la légitimité de parler au nom des parents ou de la population qu'il représente? Est-ce que ça va être un contre-pouvoir par rapport à ce que les décisions vont être prises à Québec? On est loin d'être certain. Hier, débutaient les commissions parlementaires, justement, par rapport au projet de loi. Là. Oui. La commission scolaire était représentée. La Fédération des commissions scolaires du Québec était représentée. Est-ce que votre syndicat était représenté? Par le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud est affilié à la Centrale des syndicats du Québec, oui. La CSQ. Et hier après-midi, la CSQ était en commission parlementaire pour débattre du projet de loi. Et directement, la Fédération des syndicats de l'enseignement, affiliée à la CSQ, à laquelle nous sommes aussi affiliés, va être en commission parlementaire le 7 novembre. OK. Ils vont faire valoir leur désaccord par rapport à ce projet de loi? Les désaccords, les modifications qu'on souhaite y apporter, et oui, etc. OK. Donc, si on ramène ça à ce que vous avez mentionné, ce que vous avez déclaré, c'est la recette parfaite pour accentuer la pénurie et la désertion de la profession enseignante. Oui. Pourquoi? Expliquez-nous. Qu'est-ce que ça peut changer? Je comprends que pour vous, c'est une négociation avec des gens différents. Au lieu que ce soit les commissions scolaires, ça peut être un conseil d'administration, des parents. Mais au niveau de vos membres, qu'est-ce que ça change exactement? On va prendre quelques éléments dont le ministre profite du projet de loi pour les introduire. Vous savez, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a eu tout un débat sur la manipulation des notes. Même que le ministre Roberge, dans l'opposition, avait fait grand éclat de cette possibilité-là, du fait qu'il y a des parents qui demandent qu'on majore les notes des enfants et que ça peut se faire, ainsi de suite. La note de passage? Bon, la note de passage, mais plus. On sait que dans les écoles, il y a des pressions de la part de parents, notamment, qui disent, bien, mon enfant, il ne peut pas avoir juste 70 dans telle matière parce qu'il veut s'en aller dans tel programme ou dans telle école privée. Ça arrive, ça existe. On en a des témoignages de nos profs là-dessus. Bien, le ministre, dans le projet de loi, il vient légaliser le fait qu'on va pouvoir majorer la note d'un enfant avec une consultation de l'enseignant. On s'entend, là, une consultation. Je peux vous consulter où on va dîner ce midi. Ça se peut que j'ai déjà décidé le restaurant ou que je ne prenne pas votre choix. Donc, il légalise ce qu'il décriait, c'est-à-dire le fait qu'on pourra dorénavant majorer les notes sur simple consultation. Mais à qui ça appartient, l'évaluation des élèves? Ça n'appartient pas à la direction d'école. Ça appartient à l'enseignante ou à l'enseignant qui a eu cet enfant-là pendant 180 jours d'école, qui a fait les évaluations, qui a porté un jugement. Si ça ne vient pas dire, bien, on vous restreint dans votre autonomie, on restreint votre jugement professionnel, je ne sais pas où on s'en va. Bien, pour nous autres, c'est frustrant. Ça n'a aucun sens qu'on permette à des gens qui n'ont pas côtoyé l'élève, sur simple consultation, de dire, ben oui, on va la modifier, la note. Pour nous, ça n'a aucun sens. OK. Cet élément-là, le ministre se donne le pouvoir... Mais c'est pas la note de passage, là. Pas nécessairement la note de passage. Mais quel impact ça peut avoir de dire... Parce que c'est plus votre domaine que le mien. Oui. Là. Mais c'est quoi? Quel impact ça peut avoir? Je peux comprendre que la note de passage, ça, je comprends très bien, là. C'est qu'un étudiant qui manque son année par rapport à une note en bas de 60, oui. C'est encore 60? Oui, c'est encore 60, okay. La note de passage. Alors, ça, je comprends l'impact là, pour l'enfant. Oui. Mais vous parliez de 70, là. Oui. Qu'est-ce que ça peut changer? Expliquez-moi. Il y a certaines écoles secondaires, que ce soit surtout des écoles secondaires privées qui sont subventionnées largement par l'État, on le sait, qui ont des projets particuliers, qui sont sélectifs sur la base des moyennes, des notes, ainsi de suite, qui vont demander un certain niveau. Alors, le parent qui arrive à l'école et qui dit, bien, mon enfant, et je vous le répète, là, ça existe, mon enfant ne peut pas avoir seulement 72 % parce qu'il ne sera pas capable de rentrer dans tel programme. Ça met de la pression sur l'enseignant pour qu'il modifie la note. Ça nous appartient comme enseignant. Pour nous, il n'est pas question que l'évaluation d'un enfant, des résultats d'un élève qu'on a eu pour toute l'année scolaire,
soit modifié sur simple consultation par la direction d'école. Et là, la porte est ouverte à ça. Et c'est extrêmement frustrant de la part d'un ancien collègue. Ça vient accentuer encore sur les épaules des enseignants la pression pour livrer des résultats, alors que l'évaluation, c'est comme votre médecin qui vous pose un diagnostic, bien, il pose un diagnostic. L'évaluation de l'enseignant, qui est formé pour ça, ça doit lui appartenir. Maintenant, si... Ça ne veut pas dire automatiquement qu'il va l'augmenter, là, même si le parent le demande. Non, mais ça mais veut... il peut avoir une forte pression. Disons qu'il y a de la pression et disons que c'est permis. Actuellement, ça ne l'est pas permis. Pour un ministre qui, quand il était dans l'opposition... OK, c'est pas permis actuellement. Actuellement, c'est pas permis. Okay. L'évaluation nous appartient. Est-ce qu'il y a des pressions de la part de parents et direction d'école pour qu'on modifie à la hausse certains résultats, ainsi de suite? Oui. Mais ce n'est pas permis. Dorénavant, ça va être légal. Ça va être inscrit en toutes lettres dans la loi sur l'instruction publique que ça peut se faire. OK. Ça, c'est un point. Oui. Quels sont les autres points qui vous inquiètent? Les obligations de formation qui sont instituées par le ministre. Et ça, c'est encore frustrant. De la part, je répète, d'un ancien collègue. Il amène des modifications dans la loi sur l'instruction publique pour dire dorénavant, comme ministre, je vais pouvoir vous dire sur quoi vous allez vous former, comment vous allez vous former, vous allez être obligé, il pourra y avoir des sanctions. Il nous amène ça comme si de la formation continue, il n'y en avait pas. Les enseignantes, les enseignants, là, ils en font à la tonne du perfectionnement. Les journées pédagogiques sont remplies de formations qui sont données par la commission scolaire. Les enseignantes, les enseignants veulent aller dans des colloques pour se former, sauf que les budgets ne suivent pas, là, donc on ne peut pas en envoyer autant qu'on voudrait du personnel enseignant à se former, mais ils le veulent. Ils veulent aussi avoir du temps pour le faire. Le ministre nous amène ça comme si on ne le faisait pas. Il perpétue le mythe que les enseignantes, les enseignants, une fois qu'ils sont en poste, ils ne veulent pas se perfectionner. Sur une carrière de 35 ans, c'est faux. C'est faux? C'est faux, archi faux. Vous pouvez demander à n'importe quelle enseignante ou enseignant que vous rencontrez de la formation, ils en font. Pas nécessairement toujours à l'université, mais comme je vous disais, des formations données par les commissions scolaires sur différents cas d'élèves. Je ne sais pas, moi, j'ai un enseignant qui se retrouve du jour au lendemain avec des élèves autistes dans sa classe, qui n'est pas un spécialiste de ces problèmes-là. Par exemple, moi, je suis un enseignant en mathématiques. Bien, je vais vouloir me former, me donner des chances, savoir comment interagir avec cet élève-là. C'est normal. Et si je ne le faisais pas, je serais... Est-ce que c'est l'enseignant ou l'enseignante là, qui demande d'avoir une formation supplémentaire pour approfondir ses connaissances ou encore c'est imposé, je le mets entre guillemets, par les commissions scolaires? Actuellement... Qui demande aux enseignants et enseignantes de suivre la formation? En règle générale, là, les enseignants, ils veulent se former, ils veulent avoir des formations qui répondent à leurs besoins. Okay. Donc, ils vont les demander. L'enseignant qui se retrouve, comme je vous disais, dans sa classe avec 3 élèves autistes, je prends l'exemple autiste, là, mais ça pourrait être n'importe quel autre, il veut savoir quoi faire. Il veut avoir du support. Il veut être en mesure d'intervenir auprès de ces enfants-là. Évidemment, il ne veut pas que ça lui revienne complètement sur ses épaules. Il y a des structures à mettre en place, mais il ne veut pas les laisser dans le coin à rien faire. Il veut savoir comment ça fonctionne. Je vous répète, moi, je suis enseignant en mathématiques. J'ai un baccalauréat en mathématiques. Vous avez enseigné, avant de devenir président oui, du syndicat? Oui, je suis enseignant. J'enseigne plus, mais je suis toujours enseignant. OK. Donc, vous connaissez, vous savez de ce dont vous parlez? Oui. Vous connaissez le sujet? Oui, tout à fait. OK. C'est important, ça? Oui. Parce que vous avez vécu la profession. Tout à fait. J'ai vécu la profession. Puis j'ai encore des gens autour de moi, et je jase régulièrement avec les enseignantes, les enseignants, toujours, je les représente. Donc, oui. On va prendre une petite pause. Oui. On va poursuivre dans quelques instants, parce qu'on parle beaucoup de pénurie d'enseignants actuellement au Québec. Effectivement. Ce que je comprends, c'est que ce n'est pas un incitatif ce matin, ce qu'on apprend, que ce projet de loi sur les commissions scolaires. Du tout. Donc, on en parle après la pause. On revient immédiatement avec M. Pascal Côté, qui est président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud. On
revient avec notre invité, M. Pascal Côté. Monsieur Côté, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre actuellement dans le monde, dans le monde des enseignants. Est-ce que ça, ce qui se passe actuellement pour le projet de loi numéro 40 peut être un incitatif aux enseignants de prendre un autre chemin? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça nous inquiète. Et évidemment, ce qu'il y a dans le projet de loi, on pourrait parler de la modification des conseils d'établissement aussi, qui rentrent par en arrière. Est-ce qu'il va y avoir encore des conseils d'établissement? Oui, les conseils d'établissement vont être encore là. Ils demeurent. Ils demeurent, sauf que quand on avait créé les conseils d'établissement à l'époque, fin des années 90, on avait pris soin d'avoir une parité entre les parents, les usagers et le personnel. Donc, les experts qui sont dans le milieu, qui travaillent quotidiennement avec les enfants. Donc, un équilibre au niveau des décisions, des débats qui peuvent se prendre dans les conseils d'établissement. Le projet de loi, ce qu'il fait, c'est qu'il rompt cet équilibre-là. C'est-à-dire que les parents vont être dorénavant majoritaires au conseil d'établissement. Pas qu'on ne veut pas travailler avec les parents, là, au contraire. Mais Est-ce que ça vous inquiète? C'est inquiétant parce que le ministre en profite aussi pour introduire une autre disposition à l'effet que le conseil d'établissement va pouvoir se prononcer sur tout élément qu'il juge opportun pour faciliter la vie de l'école ou faciliter les apprentissages, ainsi de suite, si le 2/3 des membres du CE l'autorisent. Actuellement, les pouvoirs du conseil d'établissement sont clairs, sont définis, sont établis. Pouvoir de la direction d'école, pouvoir du personnel. Tout ça, c'est clair, c'est compartimenté. Vous êtes à l'aise avec ça? On est à l'aise avec ça. Ça permet d'avoir des débats, on a un équilibre, ça permet des discussions. Mais dorénavant, 6 parents plus un membre de la communauté nommé par les parents, on est presque aux 2/3 des membres du conseil d'établissement. Et on voit qu'il pourrait y avoir un déséquilibre, un débalancement où, à un moment donné, dans la frontière des pouvoirs, est-ce qu'on va vouloir parler au CE d'un cas d'enseignant où, moi, comme parent, je ne suis pas content de telle affaire? Alors qu'actuellement, c'est la direction d'école qui doit gérer le personnel, travailler avec, ainsi de suite. On ouvre la porte à des groupes de pression qui pourraient prendre le contrôle d'un CE, d'un conseil d'établissement. On voit, on lisait ce matin dans le journal là, qu'en Outaouais, il y a un groupe de pression qui a fait en sorte que le nombre d'exemptions d'élèves qui vivent les activités d'éducation à la sexualité est dramatiquement plus élevé qu'ailleurs en province. Est-ce qu'on ouvre la porte à des groupes de pression qui prendront le contrôle des écoles en fonction de leur intérêt propre? C'est des questions qui sont extrêmement pertinentes et qui font peur. Est-ce qu'il peut arriver en cas de conseil d'établissement avec la structure que vous mentionnez? Avec la structure qu'on veut mettre en place, ça pourrait arriver. Je ne dis pas que ça va arriver, mais la porte est ouverte. Alors qu'actuellement, ça se vit bien, l'équilibre qu'il y a au conseil d'établissement. Pourquoi? Puis encore là, pas parce qu'on ne veut pas travailler avec les parents, au contraire, ils sont importants. Mais l'importance d'avoir un équilibre au sein d'un conseil d'établissement où il pourra y avoir des débats et des prises de décision éclairées, pour nous, c'est essentiel. La structure que le ministre veut mettre en place, avec les nouveaux pouvoirs qu'il donnera au conseil d'établissement d'intervenir sur à peu près toute question qu'il juge à propos, ça vient rompre cet équilibre-là. C'est pas de nature à attirer des gens dans la profession et c'est pas de nature à aller garder nos enseignants dans la profession. Vous savez, depuis 3 ans, au bureau du syndicat, là, nous recevons des appels, je ne dirais pas quotidiennement, mais régulièrement, d'enseignants de 15, 20, 25 ans d'expérience qui me disent « Je ne suis plus capable. Je veux faire autre chose. » Récemment, une enseignante qui nous disait « Moi, là, je vais faire de la suppléance, il en manque. Puis donnez mon poste à quelqu'un d'autre qui est plus jeune. Moi, là, j'en peux plus. » Le nombre d'enseignants qui partent en invalidité en épuisement professionnel, il est énorme. Il n'y a rien dans ce projet de loi-là qui va aider à attirer les gens dans la profession. Les taux d'inscription dans les universités en enseignement n'ont jamais été aussi bas. Bien, ça parle, ça. Ici, ça se passe comment? Ici, c'est... Écoutez, on a vécu une situation
à la rentrée, là, il y avait un poste à temps plein, en remplacement, là, mais un 100 en mathématiques à Montmagny, qui, au début de l'année scolaire, n'avait pas encore été donné à personne, à Louis-Jacques Cazot. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, ça. Disons que la pénurie de main-d'œuvre se vit partout, dans tous les secteurs d'activité. Alors, est-ce que ça se peut qu'on ne fasse pas exception aussi? Ce que nos économistes nous disent à la centrale, quand ils analysent la pénurie de main-d'œuvre, c'est souvent la pénurie de main-d'œuvre va être un transfert de main-d'œuvre. Les gens vont partir d'emplois qui sont moins bien payés pour s'en aller dans des emplois qui sont mieux payés. Bien que les enseignants là, soient payés en dessous de la moyenne canadienne, là, il reste que c'est quand même des emplois qui, normalement, étaient attractifs. Mais on devrait moins vivre cette pénurie-là au niveau de l'enseignement. Mais depuis 10 ans que notre fédération et la centrale sonnaient des alarmes sur le fait qu'on s'en allait dans le mur en enseignement avec la pénurie de main-d'œuvre, aujourd'hui, on la vit. Il y a été question récemment des salaires des enseignants. Oui. Est-ce que nos enseignants, je vais parler de chez nous, moi je ramène toujours ça à mon chez nous, c'est important chez nous. Tout à fait. Est-ce que les enseignants et enseignantes sont bien payés dans nos écoles de la Côte-du-Sud? Bien, le salaire des enseignantes, des enseignants est le même partout en province. Oui. Ça, c'est clair. Écoutez... mais à différents niveaux, là, parce que oui, vous parlez d'expérience. Donc, moi, si je ramène ça chez nous, est-ce que nos enseignants et enseignantes sont bien payés? Est-ce qu'ils sont contents? Quand on se compare au reste de la province, bien, on voit qu'on est 8 en dessous de la moyenne canadienne. Quand on exclut les enseignants du Québec. On parle de la Côte-du-Sud. Côte-du-Sud ou ailleurs, là, on va prendre l'échelle de salaire enseignant. On est le salaire des enseignants au sommet de l'échelle au Québec est 8 en dessous de la moyenne canadienne, évidemment quand on exclut le Québec là, du reste. Et ça inclut dans les études toutes les disparités entre le coût de la vie à Toronto qui est plus élevé qu'à Québec, et ainsi de suite. Donc, on est 8 en dessous de la moyenne canadienne. On veut avoir ça, on le demande, ce rattrapage-là. Il faut mettre des mesures en place pour rendre la profession attractive. Si on veut que les jeunes s'inscrivent à l'université, vous savez, la fameuse phrase, là, ben, si t'es pas content, fais d'autres choses, là, c'est ce qu'ils font. Les jeunes ne s'inscrivent pas à l'université en enseignement. Ils sont pas contents. Ils font d'autres choses. Il faut rendre la profession attractive. Ça passe, évidemment, par des meilleures conditions salariales. Ça passe aussi par les conditions d'exercice de la profession, où il y a un ménage à faire à ce niveau-là. Vous savez, j'allais rencontrer des enseignants récemment dans une école, après l'école, à 3h15, après que les élèves soient partis. Première question qu'ils m'ont posée, est-ce que c'est normal qu'on rentre tous ici à 7h le matin, puis qu'à 5h, 5h30 le soir, il n'y en a pas encore une de partie? Hey, ça fait 10 heures, ça, là, à chaque jour. Est-ce que c'est normal que pour survivre, les enseignants se prennent des congés sans traitement? Pas parce que c'est un nouveau mode de vie. 50 des enseignantes et des enseignants au primaire prennent des allègements de tâches juste pour essayer d'avoir une vie normale. Ben non, c'est pas normal. Il y a quelque chose à faire dans les conditions de travail du personnel enseignant. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça. En quelques secondes, parce qu'on doit déjà terminer. En quelques secondes, on sait que ce projet de loi-là sera... hier, j'entendais sur des réseaux nationaux que ça va être compliqué de le passer parce que c'est lourd comme projet de loi. Il doit être en vigueur le 29 février. Est-ce que, rapidement, quelles sont les oppositions que le syndicat veut faire en quelques secondes? C'est effectivement très lourd, 312 articles. On fait des représentations, on fait des conférences de presse, on fait valoir notre point de vue un peu partout. Est-ce qu'on va vouloir le passer sous le bâillon, un projet de loi de cette importance-là? C'est ce qu'on voit venir, évidemment, qu'on va le dénoncer, comme d'autres partenaires au niveau de la société. Pascal Côté, président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. On va suivre ça de très près. Merci beaucoup. Voilà.